Le restructuring, c'est vraiment un accident. Et d'ailleurs, on rencontre à ce moment-là un certain nombre de comportements qui sont, j'allais dire, pas répétitifs, mais on les voit vraiment fréquemment. C'est le déni. Le déni, d'ailleurs, un déni négatif. Non, je ne suis pas en crise. On ne fait pas la paye, on est le 25 du mois, on ne fait pas la paye du 30, mais on n'est pas en crise. Et puis le deuxième déni qui existe aussi, c'est un déni positif. Non, mais de toute façon, j'ai les banques, de temps en temps, on a même les deux. Donc non, je ne suis pas en difficulté, et puis même si j'étais en difficulté, j'ai de quoi m'en sortir. Et alors le coaching, il faut pas se fait pas avec des mots. Il ne faut pas lui dire mais ça va aller mieux demain, vous inquiétez pas, etc. Faut être assez brutal. Je vois la fin parce que je vois le moment où il tape le sol, mais là normalement soit il s'écrase, soit il rebondit. Il faut bien connaître sa volonté, son envie de faire. Le 10 juillet, ils ont reçu un petit email en disant au vu du current trading, on fait pas l'opération. Waouh! Personne n'était prêt, et pourtant on leur avait dit, on leur a écrit, etc. Mais dans leur tête, ils étaient tellement focalisés sur cette opération qu'ils n'avaient pas envisagé de plan B. Il n'y avait pas de plan B. Et t'es en haut du col, mais l'arrivée, il est en bas de la descente derrière. Donc t'as intérêt à descendre très vite derrière. C'est peut-être plus facile, c'est un peu plus délicat, mais si t'arrêtes de pédaler en haut, t'arrives pas en bas. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Néologisme. Aujourd'hui, on va parler M&A et on va avoir le point de vue d'un avocat, mais un avocat particulier. Un avocat spécialisé en restructuring. Le restructuring, c'est quoi? C'est quand une entreprise va mal ou est sur le point de s'effondrer. C'est un peu comme aux urgences, on va voir le docteur de la dernière chance. La petite analogie à Dr House. Aujourd'hui, on a le Dr House du business. Plus qu'un avocat, c'est un stratège. C'est quelqu'un qui ne va pas se féliciter juste parce que vous êtes en train de lever des fonds, que vous avez des bons résultats. Il pense toujours à 18 mois, un petit peu plus loin. Donc j'ai l'honneur de recevoir Jean-Dominique Dodier de Cassini. Jean-Do, bienvenue. Bonjour. Donc est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ton parcours? Oui, un parcours un peu atypique. Je ne suis pas avocat par vocation, je suis avocat par destination. J'ai commencé par une école d'ingénieur en génie civil. Après, j'ai continué sur une école de commerce. Et là, une rencontre avec un des profs, un jeune prof à l'époque, Jean-Louis Borloo. Et je me suis dit, c'est avec lui qu'il faut que je travaille. J'ai réussi à faire un stage chez lui. Et puis, l'aventure a continué pendant une vingtaine d'années. Après, il a fait autre chose. Il est parti dans d'autres domaines. Et moi, je suis passé chez Andersen. Et chez Andersen, j'ai connu la crise de l'intérieur. C'était l'époque Enron. Et il faut savoir que quand Andersen s'est effondré, ceux qui ont géré la fin d'Andersen, c'était les Français. C'était pas les Américains, c'était les Français. Ouais. Et après, je suis reparti dans un cabinet d'avocats assez classique, américain, qui est spécialisé aux États-Unis dans le restructuring. Alors, le restructuring aux États-Unis, c'est totalement différent de celui qu'on connaît en France. Par exemple, le cabinet a travaillé sur les affaires Lehman Brothers. Il y avait 250 avocats sur le dossier au départ. Et c'est des affaires un peu différentes. La France est beaucoup plus recentrée sur l'entreprise et on travaille donc dans une atmosphère proche des dirigeants, très proche des dirigeants. J'ai une équipe d'une dizaine de personnes, ce qui en fait quasiment la plus grosse ou une des plus grosses en France, et on travaille sur tout type de dossier. D'accord. C'est quoi les tailles de dossiers sur lesquels tu vas travailler ou les typologies? Il y a de tout. Ça peut aller de la grande entreprise. On a travaillé sur Casino, on a travaillé sur Atos, on a travaillé sur Valorec, on a travaillé sur un paquet de dossiers importants. On travaille aussi sur des PME. Alors évidemment, on a des tarifs qui ne permettent pas d'aller chercher des petits dossiers. Dans ces cas-là, il y a des fois où on le fait, mais on le fait vraiment sur les points de valeur ajoutée pour pas peser sur l'exploitation. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est d'être près de l'entreprise, c'est près de l'entrepreneur.
sur un dossier comme Casino, quand on fait un accord de lock-up, par exemple, le lock-up agreement, on fait 700 pages de documentation. Je ne suis pas persuadé que derrière ça, on ressente l'entreprise. C'est beaucoup plus intéressant d'être dans une entreprise où on discute avec le patron, on discute de sa stratégie, surtout qu'on est dans des moments qui sont difficiles, parce que pour lui, la crise, c'est pas toujours le restructuring, c'est vraiment un accident. Et d'ailleurs, on rencontre à ce moment-là un certain nombre de comportements qui sont, j'allais dire, pas répétitifs, mais on les voit vraiment fréquemment. C'est le déni. Le déni, ouais, ça va être le déni. Okay. Deux dénis d'ailleurs, un déni négatif. Non, je suis pas en crise. On fait pas la paye. On est le 25 du mois. On fait pas la paye du 30, mais on n'est pas en crise. Et puis le deuxième déni qui existe aussi, c'est un déni positif. Non, mais de toute façon, j'ai les banques qui vont me faire une ligne de découvert. Alors que les banques, la seule chose qu'elles ont envie de faire, c'est quitter le navire. Mon actionnaire va remettre de l'argent, mais l'actionnaire, il vient de provisionner la totalité de sa participation, etc., etc. Et de temps en temps, on a même les deux. Donc non, je suis pas en difficulté. Et puis même si j'étais en difficulté, j'ai de quoi m'en sortir. Voilà. Donc c'est un métier. Est-ce qu'on peut appeler ça un métier? C'est une mission qu'on fait auprès des dirigeants d'entreprises. La plupart du temps, les entreprises en difficulté, de temps en temps pour des investisseurs ou des actionnaires, mais plutôt, moi je suis plutôt du côté ce qu'on appelle les débiteurs, d'accord, dans ce métier. Et effectivement, c'est vraiment là où on a une plus-value à apporter. Alors comment tu t'y prends parce qu'en général, tu es appelé dans les derniers moments, enfin quand c'est déjà la catastrophe, pas avant. Ma première question, c'est comment tu t'y prends pour en fait te retrouver face à un dirigeant, un patron d'entreprise, pour lui faire accepter qu'en fait c'est la catastrophe. Et je suppose que tu as très peu de temps en fait pour mettre en place une stratégie et gérer cette crise. Très peu de temps. Très peu de temps. En fait, généralement, la période de restructuration d'une entreprise, ça dure pas 6 mois. Après 6 mois, ça peut être trop tard. D'accord. Mais comme le dirigeant, il a lui-même 3 mois au minimum de retard, la période d'intervention, en fait, elle est de 3 mois. Après, une fois qu'on est intervenu, l'idée, c'est de gagner du temps. Donc, effectivement, le dirigeant arrive, et généralement, il vient pas tout seul. Il a été poussé par des gens qui avaient eu affaire au cabinet dans d'autres circonstances ou qui ont connu ce genre de situation. Généralement, c'est les pairs qui amènent leurs copains, leurs connaissances à aller voir un avocat ou un conseil du restructuring. C'est pas obligatoirement un avocat, hein, ça peut être un expert comptable, ça peut être... Oui, il y a plusieurs points d'entrée. Généralement, c'est ou l'avocat ou l'expert comptable. Et donc, ils viennent vers nous. Donc, poussés. Donc, déjà, c'est pas naturel chez eux. Après, ils arrivent dans des états de stress épouvantables. Moi, je me souviens d'avoir vu un chef d'entreprise qui est arrivé. En fait, son histoire, c'était dramatique. Ancien cadre dirigeant d'une multinationale, il profite d'un plan de retraite anticipé, il perçoit une belle somme. Il va jouer pendant 6 mois au golf. Au bout de 6 mois, il en a marre et il veut refaire quelque chose. Donc, il va pas replonger dans l'univers des grandes entreprises. Et puis, il est poussé. On lui dit, oh, t'as des qualités, donc tu devrais reprendre une société. Donc, il va reprendre une société, sauf qu'il avait pas du tout les qualités d'entrepreneur. Il a les qualités de cadre dirigeant. Donc, il va reprendre une société, il va l'acheter plus ou moins cher, il va y mettre une partie de ses économies. Les premiers mois, ça va bien se passer. Puis, il va s'apercevoir que, notamment quand on est des entreprises de taille moyenne, la pression du quotidien. Avant, il était dans son bureau, il avait besoin d'une étude de marché, il appelait son assistant, il dit « il me faut une étude de marché sur le marché des photocopieurs en Hongrie du Sud ». 8 jours après, il avait l'étude. Là, il fait la même chose et c'est son assistante qui arrive et qui dit « ouais, mais attendez monsieur, le Fenwick est en panne, donc comment on fait pour le réparer ?» Et donc, il est
en permanence soumis à des problèmes qu'il ne connaissait pas, et il va commencer à pu avoir exactement la même lucidité dans sa gestion. Il va quelque part avoir des difficultés, alors qui sont probablement pas du tout de son fait, mais qui sont dues peut-être à un marché qui n'était pas aussi florissant qu'il le pensait, et il va commencer à avoir des difficultés. Donc, et les difficultés, c'est la paye de fin de mois, d'accord, c'est les charges sociales du 5 ou 6, et c'est la TVA du 23, et puis c'est tous les fournisseurs qui commencent à mettre de la pression sur lui. Et il va signer, alors évidemment ces banquiers qui étaient là tout fringants au début, vont commencer à prendre peur, vont se retirer, ils vont demander des cautions, il va donner des cautions, il va donner des garanties personnelles, des garanties sur ses biens propres, la garantie sur la maison, etc. Il va rentrer tard le soir, il va être de mauvaise humeur. Bon, évidemment, la maison, ça va pas bien se passer, surtout quand son épouse va s'apercevoir qu'il a donné la maison en caution pour le découvert bancaire, etc. Ça va se terminer par le fait qu'elle va partir. Et c'est une histoire vraie, hein, qu'elle va partir, qu'il va se retrouver tout seul. Évidemment, tout seul, il va faire n'importe quoi, il va rentrer tard, il va mal manger, il va avoir une hygiène de vie épouvantable, il va tomber malade. Et moi, quand je l'ai dans mon bureau, c'est avec lui qu'on va devoir faire le retournement. Donc, quelque part, vous vous dites, c'est pas totalement gagné. Il faut le requinquer. Ouais, donc tu as une grande part psychologique en termes de coaching. Énorme. Et alors le coaching, il faut pas se faire, il se fait pas avec des mots. Il faut pas lui dire mais ça va aller mieux demain, vous inquiétez pas, etc. Faut être assez brutal, d'accord, en lui disant ça c'est la face, la partie émergée de l'iceberg, mais en partie immergée il y en a au moins autant que t'as pas vu, et qui peuvent te tomber sur le dos à tout moment. Alors ça va, des problèmes judiciaires, t'as pas déclaré ton état de cessation de paiement dans les 45 jours comme l'oblige la loi, et qui entraîne des responsabilités pécuniaires, personnelles, machin, etc. Et puis donc ça c'est, il l'a pas vu. Et puis deuxièmement, il faut vraiment lui donner, même si on est dur, quelque part un petit espoir. Ouais, il faut de l'espoir. Alors, le petit espoir, il faut lui montrer l'avantage de certaines procédures. Alors, ça dépend dans quel état il arrive. Lui, il est arrivé dans un état où il était en état de cessation de paiement, etc. etc. Donc, on lui a montré qu'est-ce que c'était. J'avais pris un paperboard et je lui avais fait, un tableau emploi-ressources basique à la semaine, pour voir qu'est-ce qui rentrait en trésorerie et qu'est-ce qu'on avait comme dépenses. Et j'ai dit voilà, ça c'est votre plan de trésorerie à l'heure d'aujourd'hui. Regardez, vous êtes en état de cessation de paiement, ça va se creuser. Regardez ce qu'on peut faire si on rentre dans une procédure collective, par exemple. Donc là, vous n'allez pas payer ça, vous n'allez pas payer ça, vous allez être financé par les AGS pour les charges sociales, etc. Enfin, pas pour les charges sociales, pour les salaires. Vous n'allez pas payer un mois de charges sociales, voire 2 mois, enfin, etc., etc. Et en fait, après, il se retrouve avec une trésorerie positive. Et là, il commence à se dire, mais j'ai peut-être encore une chance. Et ça, si vous arrivez à avoir cette petite lueur d'espoir, après, vous allez les ronfler. Alors, on ne fait pas courir 100 mètres un opéré du cœur, mais on peut l'amener vers la pente positive. On peut l'amener vers la pente positive et lui redonner un espoir. Moi, j'ai eu un président, un fondateur d'un groupe de coiffure, d'accord, le groupe de coiffure Michel Dervin. Et Michel, quand je l'ai vu, d'abord, il a vu tous les dénis du monde, déjà. Moi, je l'ai vu le 15 mai. C'était déjà à moitié cramé. Je le revois le 15 juillet, il me dit tout va bien. C'est lui qui, le 15 juillet, me dit tout va bien, je fais pas la paye. En fait, il fait pas la paye du 30. Pour finir, on arrive à le convaincre. On fait toutes les opérations, etc. Il se retrouve avec une trésorerie, pas pléthorique, mais qu'il n'avait jamais connue à la fin du mois de septembre. Ça lui a donné une pêche, il est reparti, mais comme... voilà. Alors, c'est des points un peu particuliers, hein. C'est pas toujours
aussi blanc-noir. Oui, c'est pas en ligne droite. Mais on a des en fait, la première chose, c'est effectivement le dirigeant. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui et avec son équipe? Oui, l'équipe est importante. Et c'est quoi les signes avant-coureurs qui montrent, avant là, ces deux dénis dont tu parlais, donc négatif ou positif, c'est quoi les signes avant-coureurs où toi, avec ton expérience, tu te dis, bon là, ça va pas vers la bonne route? On a ce qu'on appelle les signaux faibles. Là, ils sont tous en train de travailler au gouvernement sur essayons d'anticiper par la connaissance des signaux faibles. Les signaux qui montrent que le seul organisme qui est capable de travailler sur les signaux faibles, c'est les assureurs crédits. Parce que eux, ils vont les chercher pour une chose, hein, pas pour surassurer. Hein, c'est pour plutôt se faire une marche arrière. Non, en fait, oui, on peut un peu anticiper. Mais en fait, clairement, ça sert à rien. Nous, on va savoir qu'il est en difficulté. Lui, si on lui dit, mais c'est des balivernes, et quelque part qu'on va le revoir en disant là ça commence à être très chaud, il va dire mais attendez, vous m'aviez dit il y a 15 jours, 1 mois, 2 mois, je suis toujours en vie. Et là vous le perdez totalement. Donc malheureusement moi je suis pas persuadé que l'analyse trop en amont soit satisfaisante. Et en plus on est un peu comme dans de la mécanique quantique, hein, c'est que la mesure va fausser le résultat, enfin va avoir un impact sur la situation. Alors, on le sait bien, c'est pour un ex-ingénieur il y a bien longtemps, c'est le fait de mesurer va changer la donne. Exactement. Et là, c'est par exemple, si tu sais qu'il est en difficulté, et puis derrière, on va prévenir, je sais pas moi, la CCSF, toutes les aides locales pour soutenir les entreprises en difficulté. Ils vont arriver dans le dossier, et là, l'environnement va à un moment ou à un autre le savoir. On dit, il est en difficulté, et voilà, et ça va commencer. Les fournisseurs vont prendre peur, etc. Donc il y a un moment, il faut les laisser passer un certain cap, d'accord. Et puis une fois qu'ils auront bien compris, à ce moment-là, on peut lancer. On part pas avec quelqu'un qui est pas à fond dans son opération de restructuration. L'opération de restructuration, comme toutes les opérations un peu particulières, tu parlais du M&A, c'est des opérations où tu as besoin d'une adhésion totale du dirigeant et de son équipe. Donc ça, c'est le plus gros travail. D'abord l'adhésion. En fait, l'adhésion, et quand on dit l'adhésion, c'est l'adhésion à la reconnaissance de sa situation. Il faut qu'il reconnaisse que sa situation est difficile, elle est complexe, elle va demander un traitement particulier. D'accord, clair. Ce que je trouve intéressant en fait dans le restructuring par rapport à la ligne directrice qu'on a dans Néologisme, qui est donc essayer d'échanger et de donner, on va dire, transmettre du savoir à des jeunes entrepreneurs, ou des gens qui cherchent à lever, dans ce monde-là. C'est que l'avantage, c'est que toi, tu vois la fin. Alors, je vois la fin, mais je peux voir aussi le début. D'accord, ok. Parce que, en fait, je vois la fin parce que je vois le moment où il tape le sol, mais là, normalement, soit il s'écrase, soit il rebondit. En fait, c'est soit tu le sauves, soit tu lui fais un bel enterrement. Oui. Non. Alors, il faut séparer le dirigeant de l'entreprise. Ok. Bon, c'est vrai que objectif numéro 1, c'est de traiter les deux et de sauver les deux. Il y a des fois où c'est pas possible. Donc il faut bien connaître sa volonté, son envie de faire, mais dans toutes les situations, on fait aussi du distress M&A. Le distress M&A, c'est du M&A, mais dans des situations un peu complexes. D'accord ? Et alors, on pourrait se dire, c'est du M&A, donc on fait des beaux protocoles, on va négocier avec les banques, on va négocier avec des investisseurs qui vont rentrer, on va renégocier avec l'État, on va négocier peut-être avec certains clients, etc., etc. Et donc, on va faire des beaux protocoles, magnifiques. Bon, mais avant de sortir les protocoles, faut connaître, en fait, les intérêts en présence. Les intérêts de mon client
et puis les intérêts de la partie adverse. Quand je dis les intérêts, c'est pas les intérêts superficiels, c'est les intérêts profonds. Est-ce que, alors, pour mon client, si je suis côté société à acheter, société refinancée, etc., c'est clair, il y a des envies qui sont liées à l'entreprise et puis des envies qui sont liées à lui et à son passé. Donc il faut bien faire la part des choses. Il faut que effectivement on mette en valeur l'entreprise et qu'effectivement on l'amène aussi là-dessus. Mais derrière, il faut pas rester sur lui ce qu'il veut. Parce que ce qu'il veut, c'est probablement pas d'ailleurs ce qui est le meilleur pour lui et pour l'entreprise. Et c'est souvent impossible à mettre en œuvre. Et il faut l'amener vers une réalité. Donc tout ça, c'est l'amener vers une réalité. Et de l'autre côté acheteur, il faut savoir aussi pourquoi ils veulent faire l'opération. Parce qu'il y a des fois, c'est des mauvaises raisons. J'ai besoin de faire l'opération parce que j'ai pas fait d'opération depuis 5 ans ou depuis 4 ans et j'ai besoin de faire une opération complémentaire. Je fais l'opération, mais en fait, si ça marche pas, bon, moi j'aurais eu des infos sur le marché, des infos sur l'entreprise, et puis si jamais ça se plante derrière, bah, je serais là pour ramasser les morceaux, etc., etc. Il y a plein de raisons. Alors là, c'était des raisons évidentes, mais il y a des raisons plus subtiles ou parfois plus pernicieuses, ouais. D'accord, dans ces opérations. Donc quand tu fais un deal de M&A, notamment en distress M&A, mais c'est aussi vrai, hein, moi j'ai une partie du cabinet qui travaille sur du M&A classique de taille assez importante, mais il y a aussi cette demande, cette nécessité de connaître les raisons profondes de ta partie adverse. Pourquoi ils veulent faire l'opération? Pourquoi? Est-ce que c'est pour supprimer un concurrent? Est-ce que c'est pour faire une synergie? Est-ce que c'est pour prendre des brevets? Est-ce que pour prendre certains actifs? Etc., etc. Et tant que tu n'as pas la vision profonde, parce que ce qu'ils vont te dire pour l'opération, c'est pas du tout ça. À chaque fois, c'est la même chose. On fait pour le développement, parce qu'il y aura des synergies, on fait pour le bien des deux sociétés, évidemment pour les emplois, etc., etc. Bon, ça, comment tu fais pour découvrir en fait ces besoins latents? Il faut les écouter. Il faut écouter beaucoup. Hein. Au départ, moi quand je travaillais avec Borloo, je me souviens, alors ça se faisait au niveau d'une réunion, mais il le faisait aussi au niveau global du dossier. C'est au début, il faut se taire et écouter. Lui, pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, il disait rien, mais pas un mot. Mais alors par contre, quand il commençait à parler, effectivement, on commençait à comprendre qu'il avait saisi des choses un peu... voilà. Et donc, il faut écouter avec une attention tout azimut. Hein. Les meilleurs, c'est pas ceux qui réfléchissent le plus profondément, hein. C'est ceux qui réfléchissent avec un horizon 360 degrés. Donc c'est vrai que c'est ça. Il faut écouter, il faut essayer de faire du cross-checking pour voir qu'est-ce que dit le responsable de l'opération, puis qu'est-ce que disent ses collaborateurs, puis qu'est-ce que dit le chef d'entreprise si c'est une fusion de l'entreprise qui va absorber ou fusionner, etc. Faut faire beaucoup de comparaisons. Et à un moment, on commence à voir la vérité. Bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut faire ça. Et ça, c'est la première phase des opérations. Que ça soit en restructuring ou en M&A, distress M&A, c'est comprendre complètement l'environnement. D'accord ? Après, tu vas arriver une fois que tu as compris l'environnement, et puis après je parlerai du timing, parce que c'est un peu différent. Le problème, c'est qu'on a des choses qui s'entrechoquent un peu. Après, une fois que tu as compris l'environnement, que alors t'as pas totalement compris, mais t'as cerné, t'as perçu. Ouais, t'as bien perçu l'environnement. À ce moment-là, du deal, à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer les négociations. Parce que tu auras les bases, non pas de ce qu'ils vont te dire, mais de toi, ce que tu as ressenti par rapport à ce qu'ils aimeraient avoir. Et donc, c'est ça qui va te permettre de bien négocier. Ça, c'est plutôt... alors, c'est les avocats dans un certain nombre de deals, ça peut être des banquiers d'affaires, ça peut être... généralement, c'est banquiers d'affaires ou avocats. Après,
Tu as la période de rédaction. Alors là, tu vas rédiger. Et tu vas rédiger des beaux protocoles, des machins, des trucs, etc. Puis, tu as la période où, en fait, tu vas généralement faire ce qu'on appelle un système signing, closing. Signing, c'est tu vas signer des documents généraux parce que tu vas d'abord cranter ton opération. Okay. Donc, tu vas la cranter sur des points généraux. D'accord ? Tu vas cranter les grandes lignes de l'opération. C'est un protocole qui va faire une dizaine, une vingtaine, une trentaine de pages. Et puis derrière, tu vas faire ce qu'on appelle, pour arriver au closing, ce qu'on appelle les longues formes, où là, tu vas négocier écrire entre les lignes. Ligne et ligne. Et là, là, il faut vraiment, c'est entre signing et closing, il faut pas se louper. Ouais, c'est ce que il y a quelques années, je me rappelle, avec la naïveté que j'avais dans ce domaine-là, mais j'avais la chance de t'avoir à mes côtés. J'étais venu te voir en disant, regarde, ils ont fait une proposition, elle est super. Bon, j'avais regardé, comme bon entrepreneur néophyte, le montant, et puis tu sais, le truc écrit en gras. Puis je me rappelle, tu te grattes la tête, tu regardes le truc, ouais, en fait, non, là, ça va pas le faire. Non, Naofal, il y a beaucoup de travail. Et puis après, tu m'as expliqué les différents termes, donc, les clauses dilutives, les dragues longues, tagues longues, enfin, mais il y en a une pelletée. Il y en a une pelletée, et alors quand le chef d'entreprise, t'es soit vendeur, soit t'as besoin d'argent pour redresser ta boîte, tu vas pas, tu te dis, attends, moi c'est le problème du timing, c'est que moi, pas pour toi, si, t'avais un timing de développement de ton activité, donc tu avais besoin d'un partenaire, mais il y en a, t'as besoin d'un financier à tes côtés, sinon t'es mort dans 2 mois. Ouais. Et quelque part, une fois que tu as cette idée en tête, quand ton avocat te dit mais attends, là, tu es en train de signer des clauses qui vont te... Mais derrière, tu vas être pieds et poings liés, tu pourras plus rien faire sans leur accord. Et quelque part, dans 3, 6, 12 mois, 18 mois, tu vas passer à la trappe. T'es fini, ouais. Généralement, mais arrêtez de m'emmerder, maître. Arrêtez. Ouais, c'est la première action. Arrêtez. Moi, j'ai trouvé ma sortie. Oui, mais regarde ce qu'il y a derrière la porte. Il y en a beaucoup, mais non, mais je vais gérer. Non, il m'a promis qu'on allait s'aimer pour la vie. Il n'y aurait pas de problème. Et c'est vrai qu'il y en avait un que tu m'avais commenté, qui était la clause de dilution que je connaissais pas à l'époque, qui était c'est vrai que tu as une tendance, c'est toi qui m'avais dit ça, je m'avais dit, en fait, depuis la chute des valos, les gens n'ont pas touché en fait, au montant des valos affichés. Mais alors, par contre, derrière, il y a des clauses de dilution préférentielles, où il y avait notamment un dossier que j'avais regardé, où la personne que j'avais parlé avec lui m'a dit « Ouais, on a fait une énorme bêtise. On s'est rendu compte, en fait, 9 mois plus tard, qu'on avait signé une clause de dilution préférentielle, où, en fait, si tu peux nous en dire plus par rapport à ça, comment les clauses de dilution préférentielle, c'est si jamais il y a des besoins, si jamais, etc., c'est l'investisseur qui passe en premier dans le financement de ses besoins. Après, il peut partager, mais ça, donc tu as ce genre de clauses qui vont permettre donc à l'investisseur qui va rentrer à 30%, tout d'un coup de se retrouver à 40, puis à 50, puis voilà. Donc, ouais, exact. Puis j'avais vu un autre exemple d'une boîte que je connais qui avait valorisé à 40 millions, très content, super satisfait. Et puis en fait, ils avaient une clause de liquidation préférentielle. C'est-à-dire qu'en fait, l'investisseur, il devait sortir au minimum à x2. Donc en fait, si ça se vendait moins de 80 millions, lui, il devait faire... Et x2, t'es généreux. Hein. C'est vrai, c'est plus. Ouais, parce que en fait, c'est pas sur la valeur. C'est qu'en fait, ils vont dire, voilà, aujourd'hui, la boîte a été valorisée à 40, j'ai investi 15 sur 40, donc j'ai une minorité. Par contre, moi, je dois faire 3. Donc si c'est 80, moi, je vais ressortir, il faut absolument que je sorte avec 45. Vous débrouillez. Alors on fait ça souvent par des actions de préférence, ces fameuses ADP, etc. Mais aujourd'hui, il y a les deals, il faut vraiment se méfier parce que entre le deal classique qu'il y a sur la table et ce qu'il y a avec toutes les clauses qui viennent avec, oui, il faut être bien entouré parce que c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu tombes vite. En fait, t'es une sorte de biche au milieu de la forêt, puis t'as des carnivores, toi t'es un herbivore, qui te disent mais en fait, écoute, ta boîte elle est super, viens on discute, mais on discute que tous les deux, tu vois, t'es un homme de l'art,
On n'a pas besoin de tes Non, conseillers. pas besoin de conseils. Ouais. Et en fait, tu te tombes vite dans le piège en disant, bah oui, il est cool. Tiens, ça a l'air bon, là, cette poudre blanche. Puis il me dit, viens dans un coin. Et en fait, non, l'erreur, c'est de ne pas s'isoler. Et c'est vrai qu'il y a tout cet écosystème dont tu parlais de banque d'affaires, d'avocats, d'experts comptables, où en fait, dès le départ, c'est ce que tu m'avais dit, et ce que m'avait dit aussi Thierry, le combattant n'est pas le stratège. Tu mènes le combat, ça y est, tu arrêtes de réfléchir. Il faut que tu aies ton équipe qui, elle, va faire la stratégie, réfléchir, et toi, en fait, t'es dans le combat. Tu réfléchis plus, tu écoutes des gens de confiance. Et c'est vrai qu'au départ, c'est difficile de... Alors, j'inverserai un peu. En fait, t'as raison d'un côté, et de l'autre côté, il faut que le dirigeant, l'actionnaire qui négocie, prenne du recul aussi. Il ne faut pas qu'il soit trop dans le combat. Ça, c'est vrai, ouais. Tu vois, donc il faut faire... En fait, c'est les deux... enfin, c'est pas deux approches. C'est la même approche sur des moments un peu différents. Et les bonnes équipes qui s'entendent bien, généralement, il y en a un qui monte au créneau, les conseils, sur un moment, puis hop, le dirigeant après remonte au créneau, etc. Par exemple, sur les clauses particulières, tu sais, ces fameuses clauses de dilution, drague longue, tague longue, etc. Ces fameuses clauses de liquidité, il faut clairement, c'est pas au dirigeant de y aller là-dessus. Là-dessus, il faut qu'il envoie ses conseils. Et puis, il faut qu'il envoie ses conseils et qu'il accepte que ses conseils négocient durement. Alors, il va dire, mais attends, vous allez me foutre en l'air le deal. C'est pas grave. Si le deal est intéressant, je veux dire, en face, c'est pas la négociation d'une cause de drague longue ou de tague longue qui va changer les choses. Le négociateur n'est pas le décideur. Après, d'ailleurs, c'est ça, on revient sur le premier temps, c'est la détermination des grandes lignes directrices du deal, pourquoi en face ils font le deal. Il faut regarder à ce moment-là quelles sont les limites. Si c'est un fonds d'investissement, on sait très bien qu'au bout de 5, 6, 7 ans, il faut qu'il ait retrouvé de la liquidité. Il ne peut pas faire autrement. Pour un industriel, tu sais très bien que la filiale lambda qu'il ne va pas maîtriser, où il est minoritaire, où il ne pourra pas l'intégrer, où ils vont avoir des... Ça, c'est pas possible. Ça peut pas durer... Et là, ça peut pas durer 3 ans. Il faut que assez rapidement, ça rentre dans le rang. Donc, tu vois, c'est ces choses-là qu'il faut, j'allais dire, comprendre initialement pour pouvoir bien faire ta négo, et notamment tes négociations sur les petits, les akouskis, là, qui sont... on dit que le diable est dans les détails, mais c'est vrai, le diable est dans les détails. Ouais, donc, le diable est vraiment dans les détails. Ouais. Aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un qui veut lever des fonds ou vendre sa boîte. Ce serait quoi les conseils que tu lui donnerais ? Écoute, il faut d'abord, il peut pas le faire tout seul. Il faut qu'il ait des conseils. Il faut qu'il ait des conseils. Bon, d'abord parce que généralement, lui, alors après, il y a des serial killers de la cession d'entreprise, mais généralement, lui, c'est une opération qu'il aura fait 1 ou 2 fois dans sa vie. Donc, quelque part, il n'a pas l'habitude. En plus, les mœurs évoluent. Le M&A d'il y a 10 ans, c'est pas le M&A d'il y a 5 ans, et c'est pas le M&A maintenant. Ça n'arrête pas d'innover. Ça n'arrête pas d'innover. Que ça soit des instruments financiers, des techniques de négociation, il y a énormément d'innovation. Et clairement, si on n'est pas à la pointe de cette innovation, on a des deals qui sont un peu, sous-évalués. D'accord. Okay. Donc, déjà, tu as ça. Donc, il y a une raison technique. Il peut pas le faire tout seul. Après, il y a une raison aussi j'allais dire, le conseil, il va poser des barrières. Il va dire, là, faut pas que tu y ailles. Là. Alors, pour le M&A, mais aussi alors pour le restructuring. Pour le restructuring, et ça, c'est hyper important pour le restructuring, il faut que tu sois capable de dire aux dirigeants, non, c'est fini, on arrête, on dépose le bilan. Là, cet été, j'ai 2 affaires. Une première qui était le groupe était en train de vendre une partie du groupe devait être vendue, et la vente de cette partie du groupe devait servir à redresser l'autre. Moi, je suis arrivé il y a 3 mois dans le dossier. J'ai dit c'est vraiment une stratégie
hyper agressive et hyper dangereuse. S'ils font pas l'opération, ils plongent. Et le 10 juillet, ils ont reçu un petit email en disant au vu du current trading, on fait pas l'opération. Waouh! Personne n'était prêt. Et pourtant, on leur avait dit, on leur avait écrit, etc. Mais dans leur tête, ils étaient tellement focalisés sur cette opération qu'ils n'avaient pas envisagé de plan B. Il n'y avait pas de plan B. Et j'en ai une deuxième pareille, qui est dans le domaine textile. Les soldes ont été une catastrophe pour l'ensemble de la profession. Et les moments caniculaires du début du mois de juillet étaient pareil, c'était catastrophique pour la profession. T'as pas envie d'aller acheter des fringues quand il fait 39 degrés dans la rue et que bon. Donc et même chose, ça a dérapé. Et il a fallu donc monter des plans B sur les deux autres. Mais pour monter des plans B, il a fallu discuter avec les dirigeants qui se sont battus pied à pied. Non, on va pas déposer en fin juillet. Alors là, j'ai dit d'accord, on va pas déposer à fin juillet. Pas parce que je suis en vacances, mais parce que eux, les tribunaux, eux, sont en vacances. Donc, en tous les cas, il y a des vacances judiciaires, donc faut pas aller trop vers le mois d'août. Mais fin août. Oui, mais fin août, on va y arriver, on va passer, faut aller sur fin septembre. Mais j'ai dit, fin septembre, c'est trop tard. Parce que tout ce que tu vas consommer, tout ce que tu vas consommer comme cash pendant les 2 ou 3 mois, il va te manquer derrière. Hein. Il n'y a pas de génération spontanée de cash. Un dépôt de bilan, l'ouverture de procédures collectives, redressement judiciaire, sauvegarde, plus redressement judiciaire que sauvegarde, apporte du cash. D'accord ? Elle apporte du cash. Alors, bon, je suis le seul à sortir les chiffres, donc je suis peut-être un peu tort, mais vu le nombre de cas que j'ai vu passer, moi je dis un dépôt de bilan non préparé. C'est-à-dire le gars qui vient de voir le 15 juillet parce qu'il ne fait pas la paye du 30. Tu peux espérer, par l'impact des procédures collectives, récupérer l'équivalent de 15 jours de chiffre d'affaires en trésorerie. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est ça. Parce que tu vas faire une prise en charge des salaires 1 mois, tu vas faire 1 mois de TVA, 1 mois de charge sociale, tu vas, etc. D'accord. Donc, ce qui est vu, en fait, comme un échec oui, mais 15 jours, 15 jours, effectivement, tu vas récupérer 15 jours de trésorerie par l'impact, 15 jours de chiffre d'affaires en trésorerie par l'impact de l'ouverture de la procédure. Mais derrière, une ouverture d'une procédure collective, ça n'a jamais arrêté les pertes. Sinon, je serais richissime parce qu'on en ferait tous les quarts d'heure. Non, les pertes continuent à courir. D'accord ? Il y a qu'un fait cash au départ. Et donc, les pertes qui continuent à courir consomment du cash derrière. Et avec ces 15 jours, tu vas tenir 2 mois, 3 mois. En 2 mois, 3 mois, la seule solution possible, c'est ce qu'on appelle un plan de cession, c'est-à-dire que l'entreprise, pas la société, l'entreprise sera cédée en totalité ou en partie à un tiers. Donc le chef d'entreprise a tout perdu. Si tu prépares le dépôt, si avant, tu arrêtes de payer certaines charges, tu arrêtes de payer certains fournisseurs non stratégiques, tu t'organises, tout en restant dans la légalité totale. Hein. Tout en restant dans la légalité totale. Et là, c'est pour ça qu'il faut... Là, vaut mieux s'entourer d'un spécialiste parce que tu peux vite déraper, sans le savoir, dans des zones où il y a une responsabilité personnelle du dirigeant. Si on fait ça en le préparant, on a l'équivalent de 1 mois à 1 mois et demi de chiffre d'affaires en trésorerie. Avec ça, tu tiens 12 mois. D'accord ? Donc, tu as plus de temps de trouver des options. Donc, tu as plus de temps, donc tu vas faire ton plan d'appurement du passif, tu vas pouvoir rester aux manettes. Avec en plus une loi, bon ça je fais un petit peu de pub, avec une loi qui aujourd'hui est très favorable pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise si il a les capacités de réinvestir lui et des amis ou des investisseurs qui sur la partie des fiscalisations. Voilà, et qui viendraient l'aider. Et à ce moment-là, la loi est excessivement favorable à l'entrepreneur et l'entreprise. En fait, globalement, on a la capacité de réduire
alors je suis un peu, je vais très vite dessus, mais la réalité c'est quand même ça, c'est qu'on va pouvoir réduire le passif de l'entreprise à la valeur liquidative de ses actifs. Oui, voilà, donc une fois que j'ai dit ça, on va garder les actifs, pas en valeur liquidative, on va les garder normalement, mais on va pouvoir réduire le passif à la valeur liquidative des actifs. Et là, avec les temps qui courent, donc PGE et ainsi de suite, là, tu dois être débordé. Là, les PGE, alors, donc ça veut dire que toutes les dettes, ce que j'ai dit, toutes les dettes qui sont ce qu'on appelle dans la valeur, c'est-à-dire que si il y avait une liquidation, ils seraient payés, c'est des dettes qui seraient payées, d'accord. Celles-là, elles devront continuer à être remboursées. Tous ceux qui sont au-dessus, et par exemple les PGE, pouf, ça peut sauter. Ça peut sauter. Bon, alors après, il y a des conditions. Non, il y a des conditions, voilà, mais... on ne va pas faire ça. Non, c'est clair. Ça peut sauter. Et là, tu as vu toi qui est bien placé, est-ce que tu as vu une recrudescence, comme c'est dit aujourd'hui, des défaillances d'entreprises Oui, il y a une grosse recrudescence. En fait, il y a plusieurs choses. Un, il y a plus de procédures. Mais les procédures collectives, ça ne veut rien dire. Il y en a à peu près 60 000 par an. Il y en a, 55 000, c'est ou des entreprises qui n'ont plus d'activité, plus de personnel, plus de dirigeants d'ailleurs, ou c'est des activités qui, il y a 2-3 personnes, c'est la blanchisserie du coin, c'est machin, etc. Les entreprises de taille assez significative, et quand je dis significative, c'est 25, 30, 35 personnes, c'est pas 200, 250 personnes. Là, il doit y en avoir, alors ça dépend les années, 5 000 en France. Bon, déjà, il faut savoir que les 60 000, le chiffre brut, ça recouvre beaucoup de choses. Deuxième chose, c'est que, en fait, dans les défaillances d'entreprises, t'en as une bonne partie qui sont des défaillances de jeunesse. Là, ils ont eu 3 ans d'activité, ça a tiré c'est la mort et puis au bout de 3 ans, c'est fini. Le taux de mortalité normal. Donc en fait, ton chiffre de l'année N, en fait, c'est est-ce qu'il y a eu beaucoup de création d'entreprises à N-3 ? C'est déjà... Donc ça, c'est... Le Covid, qu'est-ce qui s'était passé pendant le Covid ? Ils ont fait, évidemment, tous les PGE, les aides, etc., etc. Il y a eu des charges sociales, fiscales qui n'ont pas été payées, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que les entreprises n'ont pas déposé, n'ont pas ouvert de procédure collective. Et c'était le but du jeu. Bon. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils aient interdit la restructuration. On a dit, bon, vous ne déposez pas, mais vous ne restructurez pas non plus. C'est un peu dommage, il aurait fallu aussi permettre de restructurer. Mais en fait, il y a des entreprises qui auraient dû déposer, qui n'ont pas déposé. Donc ça, maintenant, ça a retardé, c'est l'effet retardateur. Donc là, tu récupères ceux qui auraient dû déposer au moment du Covid, qui ont chopé plein de trucs. Okay. Et bon, voilà. Après, aujourd'hui, ce que tu te rends compte quand même, c'est que là, clairement, c'est haut. D'accord, la courbe est très haute et elle continue à grimper. Alors, de temps en temps, elle a des petites fluctuations à la baisse. Alors, tout le monde crie au miracle, mais c'est parce que la courbe, elle monte moins rapidement. C'est le point d'inflexion. L'inflexion est plus faible. Non, en fait, le vrai problème, c'est que les entreprises sont beaucoup plus abîmées qu'il y a 4 ou 5 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles arrivent, il n'y a plus de trésor, mais il n'y a plus... l'activité... la rentabilité n'est pas dingue. La rentabilité n'est pas là, les restructurations n'ont pas été faites, il y a des sous-investissements, c'est dur actuellement. Alors, pour éviter toutes ces choses-là, ce serait quoi les conseils que tu donnerais en fait à des gens là, qui lancent leur entreprise ou qui lèvent des fonds ? Le pire n'est jamais certain, et heureusement. Et on n'est pas chef d'entreprise pour penser au risque. Un chef d'entreprise, c'est quand même un gars un peu frappadingue. Il faut être clair, il faut vraiment avoir envie pour y engager tout son entier physique, d'accord, parce que c'est très physique, mais aussi ses revenus, ses économies, etc., avec beaucoup de risques et une reconnaissance de la nation qui n'est pas exceptionnelle. Non, elle n'est pas, c'est pas grave. Pas exceptionnelle. Mais il y a un impact qui est réel. Voilà. Mais bon, c'est la volonté de créer, c'est la volonté de développer du business, c'est la volonté de créer des emplois, etc. Donc, il faut qu'il soit lucide.
d'accord, il faut qu'il soit lucide. Oui, il faut un peu rêver, parce que sinon on ne le fait pas, mais il faut être lucide. Il faut être lucide, il faut tout de suite, faut pas laisser déraper. Je veux dire, le dérapage, au départ, il se reprend bien. Dès que ça y est, ça commence à virer, et c'est pour ça que eux, ils doivent regarder les signaux faibles, ces fameux signaux faibles. Mais bon, c'est pas facile, hein, parce que le chef d'entreprise va devoir galvaniser ses troupes, etc. Et avoir cette partie-là d'enthousiasme, d'expansion, etc. Et de l'autre côté, regarder, être un peu pied sur le frein sur certaines dépenses, etc. Ouais. C'est difficile. C'est la difficulté, en fait, ce que tu dis, lutter contre la certitude de l'entrepreneur, et puis les phases d'euphorie et de doute. Quand tu es dans l'euphorie, tu as l'impression que rien ne t'atteint, aller to the moon, et puis dans le doute, ça y est, tout va s'effondrer. Et je me rappelle d'un cas particulier, parce que j'ai eu accès à toi librement au tout début de l'aventure, et je te fatiguais parce que je voulais lever des fonds. Je pensais que c'était le truc magique. Jando, on peut aller lever des fonds. Puis toi, tu avais toujours la psychologie en disant « Bon, Naofal, il est chiant. C'est une petite goutte chinoise. Non, pas tout de suite. Non, attends un peu. Ah, t'y es presque. Il manque toujours ça. » Puis je repartais. Ça a duré 3 ans et demi. Ouais. 3 ans et demi où on n'a pas levé de fonds. Et au bout d'un moment, je me rappelle quand tu as dit « Ouais, là, c'est le moment. » J'ai regardé, j'ai dit « Ouais, mais en fait, si on attend un tout petit peu, on peut être bootstrappé et on n'aura pas besoin de lever des fonds. » Ça, c'est clair. Et c'est vrai que tu nous as tout de suite encouragé à comment ça s'appelle, à créer notre propre business model, à aller voir des clients qui, eux, vont te donner de l'argent sans te demander d'action. Et t'as à les écouter parce que c'est les gens qui font le marché. Ils ont l'irritant. Et une entreprise ne peut être basée que sur un problème et apporter une solution à ce problème-là. Et c'est vrai que, mais c'est véridique, ça a duré 3 ans et demi où je me rappelle, tous les 2 mois, et je te remercie du temps que tu nous as accordé, je venais, non mais Jando, je t'explique, parce que tu vois, là, je pense que c'est le moment. Tu m'écoutais. Ouais, c'est pas tout de suite, il manquait un petit peu. Non mais il faut pas trop tarder, mais en fait, le timing est très important. Et je vais reparler du timing parce que j'avais évoqué l'idée du timing au départ. En fait, après on reviendra sur la partie M&A. En fait, quand tu es en restructuring, tu as 2 phases. En fait, quand les difficultés arrivent, parce que c'est brutal et ça va s'accélérer. Alors, il y a des fois, c'est extrêmement brutal, hein, c'est la perte d'un client, c'est les banquiers qui foutent le camp, c'est un incendie d'un entrepôt, etc., etc. Mais il y a des fois, c'est un peu plus diffus, mais c'est toujours très rapide. C'est toujours une phase d'accélération. Quand tu arrives en difficulté comme ça, t'as 2 phases. Tu as la phase des urgences et la phase la salle d'opération. Je prends la métaphore médicale. Dr House était bien trouvé. Donc. Voilà, Dr House, c'était... Oui, mais Dr House, il soigne une maladie particulière. Là, tu vois arriver, t'es aux urgences, tu vois arriver des blessés. La première chose, c'est réguler les flux de l'hôpital. Parce qu'évidemment, à l'hôpital, ils n'ont pas toujours toutes les disponibilités pour ça. C'est pour les hôpitaux, c'est pas pour mon exemple. Les deux, fonction complémentaire des urgences, c'est le mini-diagnostic, le diagnostic de crise. D'accord ? On n'a pas le temps en diagnostic de crise de dire je vais mettre 4 mois pour faire mon IBR ou mon machin. Il faut le faire en 15 jours, faut le faire de façon basique. Enfin, il y a toute une technologie pour faire les diagnostics de crise et le maintien des fonctions vitales. Le maintien des fonctions vitales, bon, dans un hôpital, c'est le sang, etc. Dans l'entreprise, c'est le cash, généralement, mais c'est pas que le cash. C'est les fournisseurs stratégiques, c'est les cadres dirigeants, c'est tes cadres commerciaux, c'est etc., etc. Tu as toute une série de choses que tu dois maintenir en fonction très opérationnelle. Et ça, c'est l'objectif des urgences. Donc, pendant la première partie du boulot que je fais avec les entrepreneurs, c'est on stabilise la société.
On la stabilise. Alors, tu peux la stabiliser par des accords avec tes banquiers, par exemple, ou tes fournisseurs. Tu peux la stabiliser par une procédure collective. La procédure collective, ça stabilise. Ça, je veux dire, il n'y a plus un qui bouge. Ils sont gelés, donc c'est stabilisé. Mais donc, tu vas stabiliser la société. Et après, tu vas faire tes restructurations, tu vas faire tes opérations, tu vas aller en salle. Et c'est ton mini-diagnostic ou ton diagnostic de crise qui va te permettre de dire vers quel type d'opération derrière tu vas aller. Déposer le bilan ou faire une restructuration, tu es en difficulté, tu fais une restructuration, la première chose que tu dis, je vais licencier du personnel. Ben non. Licencier du personnel, ça coûte cher, ça déstabilise, c'est généralement cause de grève, etc., etc. Et puis t'as pas les moyens. Licencier, ça coûte cher. D'accord ? Alors le gars qui se précipite pour faire des licenciements, ben non. Non, c'est pas ça la restructuration. La restructuration, c'est de dire à tes banquiers, tu te barres pas. Tu restes autour de la table, et le premier qui se barre, on va aller le chercher avec toc par le col. Ça, c'est des choses que tu peux aller voir tes cadres en disant, bon, vous restez avec moi, je veux un serment d'allégeance, etc., etc., etc. Mais ça, c'est important, c'est la partie, effectivement, urgence, maintien des fonctions vitales, diagnostic de crise. Et après, tu passes à la restructuration. Très belle analogie sur les urgences. Et sur le M&A, c'est un peu différent. Mais tu as aussi des timings, tes phases d'analyse, ta négociation et ton closing. Et généralement, tu sais, les gars arrivent au signing, donc ils ont signé leur petit protocole de 30 pages et ils sont contents. Ben non, c'est comme dans une étape du Tour de France. Ouais, t'es en haut du col, mais l'arrivée, il est en bas de la descente derrière. Donc, t'as intérêt à descendre très vite derrière. C'est peut-être plus facile, c'est un peu plus délicat, mais si t'arrêtes de pédaler en haut, t'arrives pas en bas. Je me rappelle d'une étape où tout le monde était content autour de la table en disant « mais c'est super et tout ». Et il y avait une personne, une seule, qui ne disait rien, qui ne souriait pas, qui a dit « ouais, mais en fait, non, c'est pas une super bonne nouvelle ». Et je suis « ah ouais, merde, là ». Il y a des choses à apprendre. Il y a des choses. Bon, mais après, tu les vois. Nous, on les voit tous les jours depuis beaucoup d'années. C'est notre métier. Et ça devient des réflexes. Mais quand tu n'es pas habitué à ça, et c'est pour ça que c'est nouveau, entourer, c'est nécessaire. Alors après, ton banquier d'affaires va te le dire, ton expert comptable peut te le dire. Et ton avocat. On en revient toujours à la même chose, c'est bien s'entourer. Et tu vois, j'ai souvent des gens autour de moi qui me disent ok, lever de l'argent, en fait, c'est le plus difficile. J'arrive pas à trouver de l'argent. C'est quoi ton retour là-dessus ? C'est chercher de l'argent. Il y a pas trop de problèmes, j'allais dire techniques. Trouver de l'argent, on peut en trouver. Après, c'est quel argent, à quel prix. Et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Ouais, cet argent-là peut coûter très très cher. Voilà. C'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. C'est comme dire à quelqu'un, est-ce que ça te dirait d'emprunter, en fait, comme un crédit immobilier, 500 000 euros, le taux, en fait, c'est 25% par an. Mais ta maison, elle est hypothéquée. Ben, je pense pas que les gens prendraient du champagne pour célébrer ça. Non. Et des fois, il y a des deals qui ressemblent à ça. D'où je me rappelle du conseil que tu nous avais donné, il manque un tout petit peu. Allez voir les clients. Oui, c'était difficile, mais je me rappelle, c'était toujours 3 indicateurs que tu me demandais. Est-ce que tu étais dans tes plans, tes dépenses et ta trésorerie? C'était toujours les 3 indicateurs où là, effectivement, on avait des bons conseils. Mais j'étais chiant, ça n'empêche pas que j'étais chiant. En tout cas, Jean-Do, je te remercie beaucoup pour ce moment. Il y a encore plein de choses à partager, clairement. Et je suis sûr qu'on en fera un autre. Ok. Merci pour cet échange et à très bientôt. À bientôt, salut.